Voici le deuxième dessous des cartes consacré aux migrations internationales. Le premier tentait de comprendre pourquoi on quitte son pays. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous avons besoin de migrants. Pourquoi les États-Unis, l'Australie, l'Union européenne ont tellement besoin de ces autres qui nous enrichissent, et ce, dans les deux sens du mot. Voici une carte montrant les zones de convergence migratoire dans le monde. Dans l'ordre décroissant, les pays du Golfe, où les migrants représentent en moyenne 35% de la population, l'Amérique du Nord, où en 2007 on comptait 13,5% de la population, soit 45 millions de résidents nés à l'étranger, l'espace européen, où l'on compte environ 35 millions de résidents nés à l'étranger, puis viennent des États comme la Russie, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avec des proportions moindres. Donc, premier cas de figure, les États du Golfe Persique. Ils sont faiblement peuplés, avec de forts taux de croissance économique. Ils ont besoin de la main-d'œuvre étrangère pour compenser leur faiblesse démographique. Ces migrants économiques viennent surtout du sous-continent indien, des Philippines, d'Égypte et du Soudan. Aujourd'hui, dans le sultanat d'Oman ou en Arabie saoudite, ces migrants représentent environ 25% de la population totale, 62% au Koweït et plus de 70% aux Émirats arabes unis ou encore au Qatar. Mais comme la demande est importante, les places sont chères et pour accéder au marché du travail de la région, les migrants philippins ou pakistanais s'adressent d'abord à des recruteurs qui les orientent ensuite vers des kafils, qui sont des intermédiaires, qui leur fournissent alors contrats de travail et titres de séjour contre une somme d'argent forfaitaire. Et s'ils veulent rester, ces migrants doivent ensuite se soumettre à des conditions de vie, de travail, de salaire extrêmement difficiles. Deuxième cas de figure, celui de la Californie. En 2006, la Californie comptait environ 10 millions de migrants, soit à peu près 27% de sa population totale. Si la Californie était un pays, elle serait le 4e pays d'accueil au monde. Et à elle seule, elle emploie près de 30% des travailleurs américains nés à l'étranger. Eh bien justement, d'où viennent-ils? Ils viennent d'Europe, de Chine, d'Inde. Ce sont des personnes très qualifiées en informatique ou en électronique. Ils sont attirés par les moyens de la recherche, par les conditions de travail, comme dans la Silicon Valley au sud de San Francisco. Ils sont attirés par le niveau élevé des salaires, mais aussi par le cadre de vie qui est agréable et que l'on trouve en Californie. Et comme ils apportent à ce pays l'expérience, la connaissance, l'innovation, eh bien ces migrants-là sont les bienvenus. D'autres, qui sont plus nombreux et moins qualifiés, apporte la main-d'œuvre temporaire, qui est peu payée, peu exigeante, dont on a besoin dans des secteurs comme la construction ou l'agriculture. Là, ils viennent plutôt d'Amérique latine, surtout du Mexique. Et pour ces latinos, plusieurs facteurs jouent. La proximité géographique, la présence d'un proche qui a déjà émigré, la possibilité de trouver un emploi, et bien sûr le mythe californien qui reste toujours très attractif. Et pourtant, plusieurs forces s'opposent à ces flux migratoires sud-américains. D'abord des quotas annuels d'admission par nationalité. Ensuite, depuis septembre 2001, toutes les mesures luttant contre l'immigration clandestine, comme le renforcement des contrôles ou bien la construction d'un mur le long du Rio Grande. Et aujourd'hui, la crise dans le bâtiment travaux publics, entraînée par la crise des subprimes. Résultat, l'immigration est de plus en plus difficile, de plus en plus longue, de plus en plus chère, alors que la demande d'émigration, elle, ne faiblit pas. Donc, de nombreux candidats ne renoncent pas et optent pour l'entrée clandestine, et à plusieurs reprises s'il le faut. Et pour cela, ils prennent de plus en plus de risques, et surtout, ils payent leurs passeurs, qu'on appelle les coyotes, de plus en plus cher. Troisième exemple, la Russie. Après l'éclatement de l'URSS en 1991, la Russie traverse une période de crise socio-économique très dure pour la population. Elle devient alors un pays d'émigration, avec plus de 1 million de départs par an dans les années 90, notamment vers les anciennes républiques de l'URSS, mais aussi vers l'Allemagne, Israël ou les États-Unis. Et les choses changent au début des années 2000. Grâce aux revenus gaziers, le pays renoue avec la croissance, on a une moyenne de 7% par an, et aussitôt, les départs diminuent et le pays devient même attractif.
le nombre d'entrées dépasse celui des sorties. Ces immigrants sont d'abord des personnes ethniquement russes, émigrées dans les républiques soviétiques. Elles reviennent alors vers leur pays de leurs ancêtres. Ce sont aussi des réfugiés qui fuient les conflits du Karabakh, de Transnistrie, d'Abkhazie ou encore du Tadjikistan. Viennent ensuite des migrants de travail, souvent saisonniers, dans l'agriculture ou le bâtiment. Ils sont issus des jeunes républiques indépendantes, très appauvries par la chute du système soviétique, comme la Géorgie, l'Arménie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan. Et puis enfin, à l'est de la Russie, on compte de plus en plus d'immigrés chinois, employés dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture, de la forêt ou de l'industrie. Ils s'installent à la faveur du recul démographique de la région et ils sont soit légaux, soit clandestins. Il faut savoir que les provinces chinoises du Jilin, du Heilongjiang et du Liaoning rassemblent environ 100 millions d'habitants, alors que l'extrême-orient russe ne compte que 7 millions d'habitants. Parce que plus globalement, avec un taux de natalité depuis longtemps inférieur au seuil de renouvellement des générations, la Russie se trouve aujourd'hui confrontée à la fois à son dépeuplement, au vieillissement de sa population et donc au manque de main-d'œuvre. Une telle situation, évidemment, devrait être propice à l'immigration, mais pourtant, la Russie maintient une politique de fermeture, sauf à l'égard des migrants russophones ou proches culturellement. Quatrième combinaison de facteurs, on a l'exemple du Canada. Avec 6 millions d'immigrés en 2006, les migrants représentent environ 20% de la population canadienne, avec des variations importantes d'une région à l'autre. Moins de 4% dans le territoire du Nunavut inuit peu développé, à près de 30% dans la province de l'Ontario. Et ces pourcentages ne révèlent pas l'importance des flux, car près de 150 000 immigrés accèdent chaque année à la nationalité canadienne. Ils sont originaires de Chine, d'Inde, des Philippines, d'Iran, du Pakistan, de Corée, mais aussi de France, d'Algérie, d'Haïti, du Maroc ou bien encore de Roumanie. Et cette diversité des origines souligne deux caractéristiques du cas canadien. D'abord, la situation géographique. À la différence de la Russie ou de la Californie ou de l'Europe, il n'est quasiment pas possible d'entrer clandestinement sur le sol canadien à cause de la mer et à cause de la frontière américaine. Le Canada peut donc, comme l'Australie, sélectionner sans difficulté ses immigrés. Il n'y a pas de hasard donc si ce pays fut précurseur pour mettre en place une politique d'immigration choisie. Et puis le deuxième paramètre est politico-linguistique. La répartition des immigrés se fait en fonction de leur origine et elle épouse souvent la division linguistique du pays. Autrement dit, les Haïtiens vont au Québec francophone et les Britanniques plutôt dans l'Ontario anglophone. Autre particularité canadienne, la volonté de favoriser l'intégration des migrants par de multiples programmes d'aide. Rappelons que, comme les États-Unis, le Canada est historiquement un pays de colons. L'immigration y est une donnée de départ et se traduit aujourd'hui sous la forme d'une politique du vivre ensemble qui est affichée et attractive pour de nombreux migrants. Même tradition d'accueil pour les réfugiés. Sur environ 22 000 demandes en 2007, les Canadiens en ont accueilli environ la moitié. Donc, emploi, accueil, conditions de vie, voilà trois grands facteurs migratoires attractifs auxquels s'ajoute le vieillissement de la population canadienne et sa faible fécondité. Eh bien, tout cela renforce les besoins en main-d'œuvre qualifiée qui est surreprésentée dans l'immigration canadienne. Résultat, en 2007, le pays accueille environ 240 000 résidents permanents et en 2008, près de 1 million de personnes étaient inscrites pour immigrer dans ce pays. Le prix du passage ici ne s'exprime pas en dollars, mais en années. Il y a à peu près 6 ans d'attente en moyenne aujourd'hui. Alors que peut-on retenir de tout cela ? D'abord, les migrations sont inhérentes à l'histoire humaine et elles sont renforcées aujourd'hui par la mondialisation. Elles sont même appelées à augmenter, ne serait-ce que parce que la population mondiale augmente. Or, rien n'est prêt. Deuxièmement, la répression limite les flux, mais ne résout rien. Et puis l'essentiel des migrations sont entre le Sud et le Sud. Alors dans un prochain numéro, j'étudierai la politique migratoire de l'Union européenne,
Mais ce qui est sûr, c'est que la marchandisation des migrants s'accroît avec la fermeture des frontières. Sur ce thème des migrations internationales, vous pouvez lire utilement la revue Futurible qui consacre un numéro sur la dynamique des flux migratoires. Vous pouvez lire le livre de François Héran, Le temps des immigrés, aux éditions du Seuil, ou alors un collectif, Un autre regard sur les migrations, aux éditions de la Découverte. Et puis la revue Hommes et Migrations consacre un numéro sur les droits des travailleurs migrants. Toutes ces références, vous pouvez les retrouver sur le site du Dessous des cartes.